je sais pas si on est à l'antenne, j'ai pas de retour, donc je sais pas. C'est bon, on est à l'antenne. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8. Il est 10h, place au bien-être. Alors, on n'attendait plus que vous pour prendre notre envol vers le bien-être. Et durant cette petite heure, aujourd'hui, ensemble, on va apprendre à gérer notre sensibilité émotionnelle, corporelle et parfois même une sensibilité à fleur de peau. Alors, il y a ceux qui le sont beaucoup trop sensibles, les hypersensibles, déstabilisés à la moindre contrariété, puis ceux qui ne le sont pas assez, hermétiques, rugueux, glaciales et pourtant sensibles. Eh bien, nous le sommes tous de manière différente, pour des raisons différentes. Alors, jusqu'où notre sensibilité est-elle une force, un atout, et à partir de quand devient-elle un handicap? Aujourd'hui, ensemble, eh bien, on va essayer de trouver le juste équilibre, accepter notre sensibilité et surtout apprendre à la muscler. À vos côtés, Claude de Milleville, bonjour. Bonjour. Psychothérapeute, vous êtes l'auteur de ce livre, Les 7 clés du bonheur, aux éditions Solar. Hypersensible ou insensible, vous allez voir que la nature fait décidément très bien les choses, nous offre des merveilles pour nous aider à gérer notre équilibre émotionnel et notamment à mieux gérer notre sensibilité. Tour d'horizon de ces plantes qui sont des véritables trésors de la nature. À vos côtés, Johanna Dermy, bonjour. Bonjour. Naturopathe, vous êtes membre de la Fédération française de naturopathie et alors vous avez fait pour nous une petite sélection justement de ces plantes qui vont nous aider à gérer notre excès de sensibilité mais parfois aussi notre carence. Sensibilité émotionnelle mais aussi corporelle avec ses 1,5 million de récepteurs sensoriels. Notre peau est le siège de tous les délices, de tous les plaisirs. Alors pour susciter l'envie, le désir et réveiller notre sensibilité, notre sensorialité et notre sensualité, à nos côtés le docteur Gérard Leleu, bonjour. Bonjour Charlotte. Médecin, sexologue, vous êtes l'auteur de nombreux livres en matière de sexualité, parmi lesquels un best-seller consacré justement aux caresses, le traité des caresses. Et le dernier en date, c'est celui-ci, La caresse de Vénus, le clitoris, mode d'emploi, aux éditions Le Duc. Alors sensibilité, parfois même à fleur de peau, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Vergeture, rougeur ou peau sèche, quels sont les alliés de notre peau? Tour d'horizon à vos côtés, Stéphane Mottet, bonjour. Bonjour. Alors créateur de la marque Kanzi, distributeur et fabricant de cosmétiques bio, vous aussi vous avez fait une sélection du meilleur pour justement gérer notre peau beaucoup trop sensible. Alors on a un peu savonné en début d'émission, c'est normal, il neige à torrent aujourd'hui sur Paris, mais on va se ressaisir parce qu'on a sorti justement l'équipement adéquat. On va commencer avec vous, Claude de Milleville, avec cette sensibilité qui parfois nous met mal à l'aise. Alors c'est vrai que dans cette société de la performance où il faut être le meilleur, le plus fort, le plus beau, le plus intelligent, le plus drôle, on a le sentiment que la sensibilité, c'est pas vraiment très valorisé, elle est plutôt assimilée à de la faiblesse, à de la fragilité, et pourtant la sensibilité c'est aussi plus de réceptivité, plus de sensorialité, plus d'intuition. Finalement c'est plus trop, la sensibilité c'est une force ou une faiblesse, un atout ou un handicap? Alors si on la vit pleinement, sa sensibilité, c'est-à-dire qu'on a 5 sens, la sensibilité c'est 5 sens, donc c'est les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la peau, c'est l'ensemble de tout ça. Si tout ça vit en harmonie, notre sensibilité est formidable parce qu'elle nous nourrit, elle nous apporte plein de choses sympas et elle est très agréable pour les autres. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que nous sommes cassés très souvent dans l'enfance, dans notre sensibilité ou par des événements de la vie qui ont été tellement durs que ça nous a bouleversés et donc on se referme et ça va jaillir à ce moment-là par des crises de sensiblerie ou d'émotionnel où on va pleurer pour un rien. Et à ce moment-là, ça agace les autres, ça nous agace nous-mêmes. Quelquefois, on va fondre en larmes, on dira devant 40 personnes, on va dire mais quelle horreur, je fonds en larmes et tout. Et quelquefois, c'est pas parce qu'on souffre, c'est parce qu'il y a un trop-plein qui ne s'est pas vidé, qu'il y a plein de richesses en nous qui ne se sont pas vécues. Alors ça déborde pour rien. Voilà. Alors, je pense que c'est important de comprendre que cette sensibilité, elle est formidable, qu'elle doit être musclée, effectivement, mais pas fermée. Pas bâillonnée, mais musclée. Pas bâillonnée, parce qu'on se met quelquefois une armure pour cacher cette sensibilité, parce que c'est pas de mise, parce que ça embête les autres, ou alors, il y en a au contraire qui se répandent complètement et qui racontent toutes leurs histoires et qui pleurnichent, etc. Ça non plus, c'est pas une solution. Alors, jusqu'où notre sensibilité est une force et à partir de quand
elle va justement devenir un handicap? À partir du moment où elle nous épanouit et où elle nous rend heureux, parce qu'on se régale, c'est une façon de se nourrir. On se nourrit avec les yeux, on se nourrit avec la peau, on se nourrit, etc. Donc c'est très agréable. Et à ce moment-là, automatiquement, il y a le renvoi qui est fait aux autres. Et donc ça rend heureux les autres parce qu'on accueille ce qu'ils sont, on accueille ce qu'ils disent avec sensibilité. Ça nous développe une écoute par rapport à l'autre et tout. Tandis que l'émotionnel nous referme quand on est complètement dans les émotions, on est refermé sur nous-mêmes. Et c'est pas quelque chose qui fonctionne dans un échange avec l'autre. Il y a comme un paradoxe d'imaginer que derrière la sensibilité, il puisse y avoir de la puissance. C'est vrai, douceur, force, ça apparaît comme contradictoire. On peut être les deux à la fois. Mais la force doit être légère et douce. Une force qui tape du poing, à ce moment-là, ça n'appartient pas à la sensibilité, ça appartient à l'énergie. Mais notre énergie peut marcher de concert et être amie avec notre sensibilité. C'est-à-dire que notre force va nous permettre de projeter notre sensibilité vers les autres et va pouvoir nous servir. On va prendre notre place en disant « mais moi je suis désolée, moi j'ai envie de ça parce que ça me fait plaisir, parce que ça me rend heureux, donc je décide de le prendre. » Pas le prendre aux autres, mais le prendre dans la vie. Alors, est-ce qu'il y a des hypersensibles autour de la table prêts à pleurer à l'idée d'intervenir en direct? Stéphane Mottet, est-ce que vous avez appris à gérer votre sensibilité au fil des années? Parce que ça, c'est tout un apprentissage quand même. Hein. De toute façon, je suis quelqu'un de sensible, mais je ne suis pas quelqu'un qui va m'épancher pour les problèmes ou me mettre à pleurer devant les autres. En revanche, j'essaie d'utiliser et de canaliser cette sensibilité pour créer et pour avoir un aspect créatif. Et donc là, je le vois comme une force. Effectivement, la sensibilité me permet d'extérioriser. D'ailleurs, sa morphologie, on voit que c'est un grand sensible. Mais c'est un sensible justement qui accueille. C'est un sensible qui écoute. C'est un sensible qui reçoit les choses. Il y a des gens qui sont sensibles et puis qui projettent leur sensibilité et qui vont pouvoir la percuter avec une force sur les autres. Mais lui, il a cette espèce, on le sent dans son visage, on sent qu'il a une réceptivité, une douceur, une véritable gentillesse, etc. Parce que chacun de nous, c'est pas la même forme de sensibilité. Et il n'y a pas à dire, ah ben celui-là, c'est beaucoup mieux. Non, c'est chacun doit donner sa note de musique. On fait pas un tableau avec une seule note de musique. Johanna, sensible? En cours d'apprentissage peut-être d'ailleurs. Je revendique ma sensibilité, je revendique ma créativité, parce que pour moi, la créativité prend sa source à la sensibilité. Donc je rejoins tout à fait ce que vous venez de dire, Claude, c'est super intéressant, c'est merveilleux, parce que vraiment, il faut que la sensibilité soit rétablie à son bon niveau, et qu'on ne nous dise pas, il ne faut pas être sensible, il faut fermer à sa sensibilité, sinon on devient des personnes inaccessibles. Sensibilité, oui, pas de sensiblerie. C'est l'idée? Il faut faire une différence? Oui, docteur Ledeux. Oui, on pense qu'en vieillissant, on s'endurcit. Ben moi, pas du tout. Plus je vieillis, plus je suis sensible. Et je pleure beaucoup. Non. Quand j'écoute de la musique, quand j'entends des informations, quand quelqu'un me dit... Mais je considère ça comme aussi une force d'âme. Je me laisse aller peut-être à une authenticité, mais derrière, je sais que je suis solide pour moi et pour les autres. Est-ce qu'on peut amener un Kleenex pour le docteur Leleu? Sait-on jamais ce qui peut se passer pendant l'émission? Si on peut amener d'ailleurs un mouchoir plutôt. Alors c'est vrai qu'on est tous sensibles, en fonction justement, chacun l'exprime de manière différente. Notre propension à être plus ou moins sensible, ça dépend de quoi? C'est-à-dire que parfois on est surpris justement que certaines personnes manquent de sensibilité, d'humanité, de réceptivité. Ça dépend de quoi, notre sensibilité? Ben, ça dépend d'énormément de choses, parce que ça dépend déjà de la façon dont nous avons été élevés, la vie que nous avons eue enfant. Est-ce qu'on a été pensionnaire avec castré dans la possibilité d'échanger on nous disait quand on était petit, vous ne parlez pas, mesdemoiselles, dans la cour ensemble. Il n'en est pas question, donc on ne pouvait pas avoir d'échange, rien du tout, parce que ça pouvait être dangereux. Il pouvait se passer des choses mystérieuses qu'on ne connaissait pas et qui étaient sûrement épouvantables. Il y a du vécu, Claude. Oui. Voilà, je sens qu'il y a du vécu. Mais si le docteur Leleu, moi ça m'a fait rire quand il dit ça, parce que je dis, il est comme les bons vins, il s'adoucit. Il se bonifie. En grandissant, pas en vieillissant, en grandissant, en âge et en sagesse. C'est un grand cru, il en a un millésime autour de la table, attention. Et vous remarquerez que les grands-mères ont été quelquefois des mères très dures et deviennent très douces avec leurs petits-enfants, parce qu'elles n'ont plus à se battre dans la vie. Le fait de se battre dans la vie nous oblige par moments à serrer les poings, à passer, à fermer cette sensibilité pour pouvoir arriver à gagner sa vie, pour pouvoir arriver à commercer avec des gens qui nous plaisent pas forcément, etc. Donc on n'est pas bien nourri. Tandis qu'il y a un moment dans la vie où d'un seul coup, il y a une espèce de détente, de relax, où on peut retrouver complètement cette sensibilité et cet échange merveilleux qu'on peut avoir avec notre entourage. Enfin, j'imagine qu'à la maison, vous dites peut-être, mais moi je n'y arrive pas, je suis trop sensible, la moindre contrariété me foudroie. Est-ce que c'est une fatalité ou tout se travaille dans la vie? On est amené à évoluer pour justement aller vers davantage
Quel leitmotiv? Eh bien, le alors bonheur. là, il faut accepter et faire le contraire de ce qu'on nous a dit. Il faut, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut commencer à se faire plaisir, à se donner du plaisir, à se donner des choses agréables, à rentrer dans la possibilité de prendre sa place dans ce qu'on désire, dans ce qu'on a envie de faire, etc. Avoir le courage de le faire, parce que sans ça, on subit les autres. Et il n'y a rien de pire que d'être spectateur de sa vie et de subir les autres. Et à ce moment-là, on est en larmes, on est mal, etc. Et on tombe dans une sensibilité qui devient quelque chose que certains vont appeler sensiblerie, parce que quelque part, elle n'est pas musclée. Elle peut être musclée, elle peut décider de se vivre pleinement, et à ce moment-là, ça change tout. Ça change tout. Comment vous expliquez que certains soient hypersensibles? Justement, est-ce qu'il y a une difficulté peut-être à quitter une part de son enfance et une difficulté à gravir peut-être une étape de maturité? J'allais dire que ça veut dire que dans l'enfance, on n'a pas été assez gâté, assez nourri. Donc, chacun est nourri d'une façon différente. Vous avez, je me rappelle d'une maman qui était allée trouver un psy en disant « Mais je ne comprends pas, je suis tout à fait juste avec mes deux enfants, je leur donne la même affection, je leur donne la même richesse affective, etc. Et il y en a un, c'est jamais assez, et l'autre, il s'essuie la joue quand je l'embrasse. Et c'est, bon, ben pourquoi l'autre a besoin de 2 fois plus? On est différents. Donc, la justice, c'est de donner à l'enfant ce dont il a besoin. Et évidemment que les pauvres mamans, elles se battent dans la vie, etc. On peut pas leur mettre tous, mais il n'empêche que c'est ça. Hein. Alors derrière l'excès de sensibilité, on dit parfois qu'il y a aussi un excès d'orgueil, avec le refus, justement, avec ce refus que les choses ne se passent pas telles qu'on aimerait qu'elles le soient, avec toujours une volonté de toute maîtrise, de toute puissance. On se sent par moments privé de dessert. On n'a pas ce qu'on désire, ce qu'on voudrait. On a une exigence. Le caprice de l'enfance. C'est une forme de caprice, et puis on se sent lésé parce qu'on considère, il y en a certains qui considèrent que les autres leur doivent tout. On peut rentrer à ce moment-là dans le rôle de la victime. C'est ce que vous êtes en train de dire. Infantilisation, victimisation. Voilà. Et donc à ce moment-là, ça devient de la manipulation, parce qu'on est soi-même nourri par sa propre victime. Je suis trop sensible, docteur Leleu. Moi, je voudrais être l'avocat des hommes, parce qu'il aurait été interdit d'être sensible. Un garçon, ça ne pleure pas. Et donc, on a été justement dans une civilisation machiste, finalement, interdit d'être tendre, interdit d'être sensible, interdit de se confier. Bon, heureusement, ça change. Il apparaît de plus en plus des hommes nouveaux qui se permettent d'être sensibles. Aussi, je crois que c'est un problème de génération. Moi, je sais que quand j'étais enfant, dans le milieu dans lequel j'étais, il ne fallait pas montrer qu'on pleure, il fallait être assez droit, etc. Sois un homme, mon fils. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je le vois avec mes neveux, etc. Ils ont une sensibilité plus accrue. Ils se permettent, en fait, de lâcher prise, en fait. Et mais d'abord parce qu'il y a moins d'interdits. Il y a moins d'interdits, tout à fait. Oui, enfin, parfois, on se met soi-même les interdits. C'est-à-dire, quand on a ouvert les vannes, qu'on a offert beaucoup de choses, qu'on a partagé beaucoup de choses et qu'on a été touché, sensibilisé, on se dit, allez, c'est fini. Maintenant, moi, je me blinde. On ne m'y prendra plus. Carapace fermée à triple tour. On a tout à y perdre. La carapace, ça protège, mais c'est lourd au sens propre comme au sens figuré, Claude de Milleville. C'est une fausse force. C'est une force inversée. C'est le costume. C'est le costume. On se met, même plus qu'un costume, on se met carrément une armure. Hein, c'est l'armure. Bon, il y a aussi celui qui se retire. Dès l'enfance, il boudait. Hein? Il n'avait pas ce qu'il voulait, il boudait. Mais sa sensibilité était blessée, donc on l'avait blessé, il boudait. Eh ben, il y en a qui boudent toujours. C'est-à-dire que, hein, ils se retirent, ils font bon, très bien, on m'a blessé. Bon, je n'accepte pas, je me retire dans mes appartements. Voilà. Donc il y a ça qui fait que quelque part on ne reçoit plus rien. Oui, c'est ça. C'est triste. Et on ne se donne plus rien. Oui, c'est ça. Hein, on ne s'autorise pas à s'éclater avec les autres, à échanger avec les autres, parce que l'échange, la communication, c'est un médicament merveilleux pour que la sensibilité aille mieux. Parce que là, on reçoit, puis on apprend aussi à prendre des coups, parce qu'il y a des gens qui d'un seul coup vont râler contre vous, etc. Et on va se rendre compte que c'est pas dramatique, qu'il le fait aussi à quelqu'un d'autre. Tandis que quand c'est une seule personne qui le fait, qu'on est isolé et tout, ça devient une montagne, c'est carrément Dieu qui s'est éclaté et qui vous a éclaté le visage. Donc ça, c'est pas possible. Il faut arrêter de regarder le nombril, hein, parfois, justement. Ça permet de dédramatiser. Est-ce que finalement, il faut quand même avoir une bonne dose de courage pour accepter sa part de sensibilité? Alors, déjà, parce que quand on accepte sa part de sensibilité, c'est qu'on s'ouvre aux autres avec le risque parfois d'être malmené aussi. Bon, alors le « il faut », pour moi, il est très dangereux. Parce que « il faut » demande comme un effort. Donc quand on dit « il faut que », bon, c'est un espèce d'effort intellectuel pour. Alors, le secret, c'est qu'on ne peut pas vivre plusieurs choses en même temps. Donc, si on est seul, enfermé sur soi-même, on est dans cette sensibilité qui se retourne contre nous. Mais si on se projette dans l'échange avec les autres, qu'on va faire la fête, qu'on accepte un dîner, qu'on accepte une sortie, qu'on accepte de recevoir des gens chez soi, etc., il y a quelque chose, il y a une espèce d'échange qui est tellement nourrissant
qu'on va remplacer quelque chose qui est désagréable en nous par quelque chose qui est très agréable et qui caresse notre sensibilité d'une façon agréable. Qui caresse notre sensibilité de façon agréable. Ça donne envie, en tout cas. Hein. Voilà. Hein, l'envie d'avoir envie. Mais c'était pour le docteur Leleu que j'ai dit. Ah voilà, quelle transition, mais c'est pas encore à lui, Claude. Il faudra la ressortir tout à l'heure, c'est pas encore à lui. Cela dit, tiens, des petits conseils, à la fois pour ceux qui sont, puisqu'on a dit que muscler sa sensibilité, c'est une affaire d'apprentissage. Conseil à ceux qui sont hypersensibles et à ceux justement qui, trop de sensibilité tue la sensibilité, qui ont décidé de se verrouiller à tout jamais. Bon. Claude, alors d'abord les hypersensibles. Bon, alors les hypersensibles, ou quand dans la vie il nous arrive quelque chose de très très dur qui nous rend hypersensibles, d'un seul coup un homme nous quitte ou une femme nous quitte, etc. On est dans un désespoir. Alors je conseille fortement, pas forcément devant les gens, mais quand on rentre chez soi, d'appuyer un peu sur le bouchon, de jouer un peu la comédie et de se mettre à sangloter très fort, de pleurer très fort. Alors on vide et après... Alors on prend un petit calmant, voilà. Une fleur de bac, oui. Une fleur de bac, etc. Et on se couche. Et à ce moment-là, c'est bien. Parce qu'on liquide. Il y a à liquider les larmes. Hein? Il n'y a pas à ne pas pleurer. Non, je ne pleure pas. Mais pourquoi je ne pleurerais pas? Parce qu'il n'y a pas que les hommes, c'est un interdit. Parce que les gens, ça les fatigue quand on pleure trop devant eux. Donc on peut accepter de pleurer. On pleure un peu. D'ailleurs, il y a une chose qui est très simple. Hein. Si vous avez une petite larme bien maquillée, que vous êtes ravissante, etc., l'homme va vous consoler et va complètement crouler. Si vous avez un énorme sanglot qui vous défigure le visage, il n'accepte pas tellement. Ah oui, donc non, mais là, c'est carrément cours de comédie, Claude. Bon, stratégie, manipulation, là aussi, non, on fait un peu de manipulation dans un autre sens. Non, pas du tout. On peut être intelligent et sensible. Hein. Tout à fait. Bon. Ah bah non, tout à fait. Non. Oui, c'est bon, stratégique quand même. Mais oui, mais la vie, c'est quand un marin, regardez ce marin formidable qui a après, il arrive à gagner, mais il y a une stratégie dans son travail, etc. En partant 2 jours plus tard que les autres, c'est ça quand même extraordinaire. Donc même quand on a un petit décalage, qu'on n'a pas obligatoirement les bonnes cartes, on peut toujours être gagnant. Donc il y a quand même une organisation, une stratégie, etc. Donc il faut gérer ce que l'on est. Alors, et pour ceux qui sont un peu trop verrouillés? Et alors, ceux qui sont verrouillés, la seule chose, c'est d'accepter d'être violé par les autres, de laisser sa porte ouverte, d'ouvrir les fenêtres, d'aller vers des échanges, de se projeter, d'aller voir un bon film, d'arrêter d'être complètement tourné dans son verrouillage. Donc, peu à peu, on n'est pas obligé de le faire, crac, je le fais en 1 seconde. Hein. C'est peu à peu, on apprend à s'apprivoiser à l'échange, à s'apprivoiser au plaisir, etc. Mais c'est tout l'apprentissage d'une vie. C'est vrai que les personnes qui savent allier à la fois la force et la douceur, c'est le Graal, parce qu'à la fois elles sont rassurantes et touchantes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une force douce. Oui, la force douce. Voilà. Oui, mais c'est vrai que ça paraît toujours contradictoire. Finalement, parfois on est touché par ces personnes-là. Alors, on va justement apprendre à bien gérer notre sensibilité. Et vous allez voir que la nature, justement, nous offre des merveilles. C'est ce que nous allons découvrir à vos côtés. Johanna Adermi, vous nous avez fait une petite sélection. Alors, c'est vrai que la nature fait si bien les choses. Depuis toujours. L'homme est né avec la nature. Donc la nature va soutenir l'homme et la femme et l'enfant et la famille. Les élixirs floraux, alors à ne pas confondre, hein, tout à l'heure on en parlait, juste une phrase, c'est différent des huiles essentielles. C'est-à-dire si on ouvre par exemple un tremble ici, ça n'a pas d'odeur. Ça n'a aucune odeur. Donc un élixir floral, c'est fait à partir des fleurs de l'arbre, des fleurs de la fleur, et c'est infusé dans de l'eau, au soleil, pendant toute une journée. Ensuite, cette eau, on pense qu'elle a retenu la mémoire de la fleur, et donc elle va stabiliser la mémoire de la fleur. Et chaque fleur, d'après le docteur Bach, qui a démarré en fait la fameuse florathérapie, chaque fleur contient un message qui va aller soulager une émotion. Alors pour aujourd'hui, on va parler des émotions. Mais c'est extraordinaire, ça semble trop beau pour être vrai. Oui. Et pourtant, ça marche. Alors ça marche. Les résultats cliniques, on n'en a pas. En revanche, on a des résultats d'information, c'est-à-dire on a des personnes qui nous disent « Oui, j'ai pris le hêtre », voilà, ici nous avons le hêtre, « J'ai pris le hêtre parce que justement j'étais trop fermée, j'en avais marre, j'étais secouée par les autres, j'étais tellement blindée que j'arrivais à plus rien sentir, donc j'ai pris du hêtre et au bout d'une 28 jours, j'allais mieux ». Donc le hêtre, c'est plutôt destiné aux personnes qui sont les verrouillés, c'est ça, ceux qui sont verrouillés, un peu dans l'insensibilité. Les intolérants aussi. Ah, donc ça déverrouille tout ça. Voilà, ça Alors, ouvre. Comment, c'est-à-dire pour ouvrir justement? C'est sous forme de petites cures? Comment ça se passe? Alors, c'est des petites cures. On prend 3 gouttes le matin sous la langue, 3 gouttes le soir sous la langue, en s'endormant, en se réveillant, sur une durée de 28 jours.
Qui a déjà testé les fleurs de Bach? Parce que c'est vrai que ça semble trop beau pour être vrai et pourtant ça marche extraordinairement bien. J'imagine que vous connaissez vous Stéphane Moutet. Alors je connais, j'ai testé. Alors au début, moi j'étais assez sceptique sur parce que c'est très subtil. Hein. C'est le message de la fleur dans l'eau, donc c'est assez subtil. La première fois que j'ai fait une cure, ça a fonctionné. Très bizarrement, mais d'une façon très subtile, je m'en suis pas rendu compte, mais mon comportement évoluait. J'ai refait une deuxième cure, ça n'a pas fonctionné. Donc ce qui est très important, c'est le choix en fait des plantes. Donc il faut être bien conseillé. Du sur-mesure. Voilà, parce que sinon, c'est assez difficile de trouver exactement en fonction de l'état d'âme la plante qui est en correspondance avec vos émotions. Mais comment vous les avez découvertes finalement, ces fleurs qui vont nous aider à bien réguler toute notre sphère émotionnelle? Je les ai découvertes il y a 25 ans, dans le cadre d'une conférence dans ma région natale, en Auvergne. Voilà, tout simplement. Donc j'ai dit, tiens, c'est super, ça pourrait aider. Et je me suis mis à les fabriquer, puisque dans notre famille, nous avons une richesse ancestrale, nous transmettons les informations des plantes. Donc maintenant, je fabrique mes élixirs floraux. Alors, on va envisager toutes les hypothèses. On a déjà envisagé celle justement des personnes verrouillées. Inversement, celles qui ont du mal à se recentrer sur elles-mêmes, qui sont toujours inquiètes pour les autres finalement. Alors au mois de mai, dans les rues à Paris, fleurissent les marronniers. Ah oui! Marronnier blanc ou marronnier rouge, ça dépend des rues. Donc le marronnier rouge va aider ceux qui sont en hyper excessivité, en avant dans les autres, qui sont toujours en train de penser aux autres et qui ont du mal à se recentrer sur leur propre objectif. Ça, c'est le fameux marronnier rouge. Les éponges émotionnelles, ceux qui captent tout chez les autres. Oui, et qui s'en servent aussi pour pouvoir exister. Ah d'accord, donc les mères poules un peu? Tout à fait, les mères poules, les pères poules, les grands-mères poules. Alors ça sent bon, tiens, faites-nous sentir pour voir par exemple. Ça n'a pas d'odeur. Ah c'est ça, toutes elles n'ont pas d'odeur, il n'y a pas seulement l'être. Non, ça n'a pas d'odeur. En fait, c'est de l'eau stabilisée avec du cognac. D'accord. Donc, oui, ça sent un peu le cognac. Donc ça sent, c'est tout à fait ça. Pour conserver, bien sûr, pour stabiliser en fait. Donc ça n'a absolument aucune odeur. Alors ce qui est très rigolo, c'est que le docteur Bach, pour pouvoir mettre au point ces plantes, il en a mis 38 au point. Il rentrait dans l'état émotionnel 1 ou 2 mois avant de trouver la fleur qui allait le soutenir et corriger son état émotionnel. Et comme ça, il en a trouvé 38. Donc il est passé par 38 états émotionnels différents pendant ces 10 dernières années de vie. C'est exceptionnel. Regroupés dans un complexe qui s'appelle le Rescue, c'est ça? 5 fleurs. 5 fleurs, le Rescue? Dans le Rescue, tout à fait. Ça, c'est extraordinaire. Si vous avez un jour une souffrance physique ou psychologique, mais c'est génial. Par exemple, un deuil ou un décès, mais c'est vraiment de prédilection. Ah, oui, oui. Mais je ne l'ai pas amené aujourd'hui parce qu'il est très connu, le remède d'urgence, donc j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais c'est bien que vous le souligniez parce qu'il est très intéressant. Ah bah oui, c'est sûr. Les anxieux, les craintifs, ceux qui ont toujours besoin, vous savez, de sécurité. Ils ont toujours le sentiment que, allez, déstabiliser, c'est la fin du monde, tout est en panique, état de stress maximal. Le tremble. C'est le tremble. Le tremble? Oui, le bourgeon de tremble. Parce que dans les élixirs de Bach, nous avons à la fois soit des fleurs, soit des bourgeons d'arbres. Et donc on prend la fleur au tout début quand elle est en bourgeon et quand elle n'est pas encore en feuille. Où il y a le concentré de principe actif, j'imagine. Voilà, il y a un concentré d'informations et il est vrai que le tremble, depuis la nuit des temps, s'appelle le tremble parce que quand il y a du vent, il tremble. Le vent, un tout petit peu de vent le fait trembler. Donc un tout petit peu d'anxiété peut me faire trembler, peut me faire avoir peur. Donc je peux prendre du tremble pour me détendre. Ah oui, donc c'est bien pour s'en souvenir. Pour s'en rappeler. Voilà. Claude, vous qui aimez tant la nature, vous connaissez tous ces petits complexes que nous offre la nature? Moi, je les reçois d'une façon différente, c'est-à-dire que, bon, il y avait quelque chose que je voulais dire, mais je le dirai tout à l'heure. La nature, si on sait la regarder, si on sait la sentir, moi, les 5 sens, pour moi, c'est quelque chose de formidable. Si on sait entendre justement le vent dans les feuilles, etc., c'est incroyable ce que c'est nourrissant. Donc, la nature est vraiment, quand on dit notre mère nature, c'est vraiment elle qui nous accouche si on accepte de faire corps avec elle. Bon, mais il y a une chose que je voulais dire qui peut aider les gens qui sont très fermés, dont on parlait tout à l'heure. C'est se donner, il y a une chose, vous savez, vous avez remarqué les Bouddhas qui ont un sourire comme ça, et les yeux fermés. Eh bien, si on est complètement coincé dans un état pas bien, on s'allonge, on essaye de se détendre, et on se sourit à soi-même, et on ne fait pas un énorme sourire, hein, un tout petit sourire, etc. Et ce sourire, il déclenche dans le corps sûrement des
je sais pas si c'est des enzymes, j'en sais pas. Des endorphines, qui fait que d'un seul coup, il y a une espèce de relax qui se fait. Alors je file le truc aux copains parce que vraiment ça marche bien ça. Hein. Voilà. Non, et même de regarder un Bouddha justement qui a ce sourire dont vous parliez, Claude Melville, c'est incroyable comme ça apaise déjà. C'est une technique de relaxation. C'est une technique. On pratique la respiration intérieure avec le sourire intérieur. En position zazen, oui. Regardez Docteur Leleu, il est en position... Non, on a dit sans les dents, Docteur Leleu. Claude Melville a dit sans les dents. Alors, tout petit sourire. Tout petit sourire. Faites-le, Claude. Ah oui, voilà. Oui, ça remonte un petit peu sur les côtés. C'est harmonieux, parfait. agréable, comme ça, à soi. Ouais. On montre ses dents quand on sourit aux autres. Ouais. Mais à soi, c'est un sourire intérieur dont vous parlez. Alors parfois, quand on a par exemple un choc physique ou psychologique justement qui va faire frétiller justement la corde sensible, comment on peut tout de suite se prendre en charge pour éviter que notre sensibilité soit exacerbée? Alors, il y a le remède d'urgence dont vous parliez tout à l'heure, et il y a l'étoile de Bethléem, qui s'appelle la Dame de 11 heures et qui redonne une vitalité, qui redonne une positivité et qui apaise un petit peu les douleurs qu'on peut traverser. Bon, alors, récapitulatif, parce que souvent, vous nous envoyez beaucoup de mails ou de courriers en nous disant « Mais j'ai pas noté, je sais pas comment ça s'écrit, etc. » Alors, récapitulatif, pour ceux qui ont du mal à exprimer leur sensibilité... Le être. Le être, d'accord. Donc là aussi, on peut faire sous forme de cure. Est-ce qu'on peut soi-même s'auto-prescrire? Ou alors, il faut vraiment être accompagné parce qu'on a souvent le sentiment que les plantes, tout va bien, c'est naturel, mais que ça peut aussi parfois être un peu toxique. Alors, elles ne sont pas toxiques. Comme le disait tout à l'heure Stéphane, si on se trompe, on n'a pas du tout d'effet. Pas d'effet secondaire? Des contre-indications non. malgré tout pour les femmes enceintes? Non, il n'y a pas de contre-indication. Ah bon, d'accord. Non, aucune contre-indication. En revanche, si on ne se trompe pas, l'effet peut être assez intéressant et là, il faut être accompagné pour pouvoir gérer l'effet. D'accord. Parce que ça peut arriver tout doux, comme vous l'avez traversé, mais ça peut arriver très fort aussi, quand on a vraiment bien choisi. Donc à ce moment-là, il faut quand même faire un petit coucou au sophro ou au psycho pour être aidé. On a aussi les jeux de cartes qui sont sortis, qui sont intéressants, et on peut tirer au hasard quelle est ma fleur du jour, par exemple. Ah d'accord. Voilà. Je suis sensible aujourd'hui, je vais traverser quelque chose de peut-être un peu compliqué. Donc quelle est la fleur avec laquelle je peux rassurer mes fameux sens dont vous parliez tout à l'heure? Donc par la vue, on peut voir la fleur en fleur, et ça apaise énormément. Alors ceux qui sont toujours anxieux et qui ont besoin de sécurité, on avait dit le tremble. Le tremble. Voilà, quand on se sent un petit peu. Et par exemple, admettons, on est dans un état d'anxiété. On prend 3 gouttes, tout de suite, c'est effet immédiat, on se sent davantage apaisé? On se sent davantage apaisé, on met en place le sourire intérieur dont vous parlez, on respire. Et là, c'est parti. Et là, normalement, ça devrait aller. C'est incroyable, c'est vrai que ça donne envie de tester. Pour les mères poules, pour ceux qui sont des éponges émotionnelles qui captent tous chez les autres, qui ont du mal à se recentrer, c'est... Marronnier rouge. Marronnier rouge. Le mois de mai, les rues en fleurs dans Paris. Voilà. Exubérance. Et pour justement, attention, quand la corde sensible de la sensibilité est en... Le tremble. Le tremble quand il y a un petit peu de vent. Bon, bah parfait, vous avez noté. Et bah c'est parti. La prochaine fois, vous allez être réactif immédiatement. Alors nous, on va être réactif. On va juste faire la pause publicitaire. On va revenir juste après. Et là, on va parler de sensibilité corporelle. Vous allez voir que la peau, parfois, d'ailleurs pour le meilleur et même parfois pour le pire. Pause, à tout de suite. Ma passion, c'est le karaté. Grâce au magnétoscope numérique inclus de ma Freebox HD, j'ai pu acquérir des heures et des heures de techniques foudroyantes. Dans cette boîte, 10 gigas de prise ancestrale, gravée à jamais. C'est nul! Il a Free, il a tout compris. Internet, téléphone, télévision pour 29,99 par mois. Ouais, maman! Regarde cette photo! T'as pas changé! Comment tu fais? À mon âge, l'un de mes secrets, c'est mon jour après jour de Lactel. Il diffuse dans tout mon corps son complexe antioxydant qui aide à protéger mes cellules des effets du temps. Délicieux. Et toi, Pat, tu t'y mets quand? Jour après jour de Lactel, partenaire jeunesse. Andros, c'est le fruit par-dessus tout. Alors nous avons créé Fruits et Yaourt. La fraîcheur d'un yaourt onctueux, surmontée par le plaisir intense du fruit. Fruits et Yaourt d'Andros, le fruit par-dessus tout. Andros, la force du fruit. Alors rien. Et toi? Non plus. Mais quelle idée j'ai eu d'enterrer nos économies.
vous faites des plantations. Ah, Jean-Pierre, je ne t'ai pas dit? Quoi? Je viens de confier nos économies à Cerise. Et oui, chez Groupama, votre capital est garanti et votre épargne vous rapportera 4,60% sur toute l'année 2009. 4,60 sur toute l'année? Bah, c'est comme ça chez Groupama. Merci Cerise. Chérie, t'es mignon, tu reboucheras tout ça. Ah oui, je vais le faire. Au dessert, avec toutes les danettes, c'est trop difficile de choisir. Si c'est bon, c'est Danette. 16 variétés. Goût pistache ou praliné, chocolat, saveur vanille et plein d'autres goûts délicieux. Alors à chacun sa danette. Si c'est bon, c'est Et en ce moment, pour chaque danette, un cadeau à gagner. Excellente raclette. La prochaine fois, ce sera chez nous. Ne fâchez pas vos amis. La raclette, beaucoup la préfèrent sans croûte. Fromage pour raclette affiné sans croûte par Entremont, c'est autrement bon. Tu me rejoins dans ma chambre. Tu viens? J'arrive. Je suis prête. J'arrive. Viens! J'arrive. Quand on a trouvé son canapé, j'arrive. On n'a plus envie de le quitter. Cuir, couleur, forme, Cuir Center, on est fait l'un pour l'autre. Mini Babybel, c'est 98% de lait, au moins 99% de bonne humeur et en ce moment, 100% remboursé en bon d'achat. Aujourd'hui à 11h sur Direct 8, à vos recettes. À vos recettes, la seule émission que vous pouvez sentir, que vous pouvez toucher et surtout que vous pouvez déguster. Embarquement au royaume de la cuisine. Les grands chefs vous dévoilent leurs petits trucs et leurs grandes astuces. Allez, de retour sur le plateau du bien-être. Aujourd'hui, ensemble, on s'intéresse à notre sensibilité émotionnelle, corporelle, une sensibilité parfois même à fleur de peau. Alors, docteur Leleu, on va poursuivre l'émission à vos côtés avec la sensibilité corporelle, puisque vous avez écrit justement un livre qui est un hymne aux caresses, le traité des caresses qui a été un best-seller. Alors, vous êtes en colère contre une sexualité beaucoup trop simpliste. Le coup de gueule, en gros, c'est de dire que si le sexe est soulagé, rassasié, que le corps, lui, crie famine. C'est l'idée. Oui, tout à fait, parce que bon, le sexe lui-même, c'est quelques centimètres carrés de peau. Or, notre corps, en général, en totalité, fait 20 000 centimètres carrés et 1 500 000 récepteurs qui attendent d'être stimulés et qui crèvent de faim, en quelque sorte, parce qu'on met toujours la sexualité, on met toujours la pénétration, alors que le corps est constitué d'un cou, d'un dos, de pieds, de mains, enfin, c'est partout, donc il faudrait mettre autant de sensualité que de sexualité dans les rapports entre la femme et l'homme. Déséquilibre, trop de sexualité, pas assez de sensualité ? Bon, pas trop de sexualité, mais relativement trop par rapport à l'absence de sensualité. Et c'est là peut-être qu'est la dissymétrie, le divorce entre la femme et l'homme, parce que la femme, justement, a cette faim de peau très importante, alors que l'homme, tout de suite, il souhaite tirer son cou, entre guillemets, j'aime pas la vulgarité, mais c'est un peu ça, trop souvent. Enfin, c'était ça. Mais grâce à l'apparition des nouveaux hommes, maintenant, on a des hommes très caressants et très sensuels, qui n'oublient pas les préliminaires, mais aussi les postludes, et même la caresse gratuite. La caresse gratuite, ça veut dire que si le corps d'un homme et d'une femme se rencontrent, c'est pas forcément pour se faire pénétrer, c'est aussi pour... On peut ne pas faire l'amour, on n'est pas obligé d'emprunter à chaque fois l'autoroute du coït, mais on peut aussi se promener dans le chemin buissonnier de la caresse à travers peau. Je veux dire, voilà, c'est ça. Notre poète de la sexualité, docteur Leleu. Alors justement, faites-nous, puisque pour renouer avec ce toucher, faites-nous l'éloge des caresses. C'est-à-dire, en quoi les caresses vont-elles enrichir notre sexualité? Allez. Alors tout d'abord, le toucher, en général, alors ça peut être les caresses, l'étreinte, les morsures, les pincements, les baisers, enfin tout ce qui stimule la peau, eh bien c'est un besoin vital, fondamental.
aussi important que le besoin d'eau, d'air et de nourriture. D'ailleurs, on le prouve en regardant ce que font les animaux. Lorsqu'un bébé singe ou un bébé, n'importe quel bébé animal, la mère meurt, eh bien, il va peut-être mourir. Et les éleveurs ont trouvé que même s'il donne du lait, l'enfant peut mourir. Il faut donc le caresser, ce bébé animal. Il y a aussi des expériences de Harlow sur les singes qui montrent qu'un petit qui est privé de sa mère va avoir des troubles psychiques importants dans l'avenir. Des expériences ont été faites aussi, enfin des observations dans les hôpitaux et dans les maisons, il y a les orphelinats. Ce sont des enfants pas touchés. Une expérience tout à fait extraordinaire qui est toute récente là. Dans un hôpital anglais avec des bébés en réanimation, des cas graves, on autorisait un lot de bébés d'être portés par la mère nue sur sa poitrine, nue, un quart d'heure par jour. Eh bien, le taux de survie était beaucoup plus importante chez les bébés qui avaient un contact avec la peau. Voilà. Donc c'est un besoin fondamental. Et même avec le temps, paraît-il que parmi les 5 sens qui sont chers à Claude Émile Ville, paraît-il que le toucher est celui qui est le plus résistant, le plus vaillant jusqu'à la fin de notre vie. Mais tout à fait, parce que tout d'abord en vieillissant, tous les sens baissent. L'audition, la vision, tout baisse. Et seule la peau reste toujours égale à elle-même. Donc c'est important lorsqu'on accompagne des gens en fin de vie de les toucher jusqu'au bout. Pour eux, ce sera comme une espèce de rampe où elles vont se repérer, ne pas perdre. Hein. Puis alors, il y a aussi des effets positifs du toucher. Le toucher est sédatif pour endormir un bébé en tant que les mamans caressent les enfants, les cajolent. C'est aussi thymone-aleptique, un mot savant que veut dire antidépresseur. C'est aussi anxiolytique, c'est-à-dire tranquillisant. Autrement dit, plutôt que du Prozac, moi je conseillerais plutôt aux médecins de prescrire des caresses, des massages. On peut donc soigner. Oui, puis c'est gratuit, finalement, on a tout à portée de main, ça éviterait le trou de la sécurité sociale, parce qu'on a la peau, on a la main, la peau réceptive, la main sensible, on a tout. Tout à fait, on a l'amour en nous, donc effectivement, j'ai toujours estimé que c'était un faux trou, parce que ce trou est énorme, parce qu'on y met des tas de médicaments psychotropes qui souvent servent à rien et même éventuellement aggravent, intoxiquent les gens. Voilà. Et parfois on n'ose pas justement toucher, caresser, masser parce qu'on se dit oh là là, j'ai pas le côté technique, j'ai peur de faire mal. Est-ce que finalement toucher l'autre c'est davantage de sensibilité, puisque c'est le thème du jour, que de technicité? Complètement, oui. Il faut se faire confiance. Oui, parce que par exemple, les gens achètent le traité des caresses et puis ils me disent voilà, j'ai lu la page 70, maintenant j'en suis à la page 50. Je m'en fiche de ce que j'ai dit dans ce bouquin. J'ai ensemencé les imaginaires, mais les gens ont en eux-mêmes ce besoin de toucher. Il faut se laisser aller, il faut être soi-même. On n'a pas de technique, il n'y a pas de technique. Bon, faut être amour, faut donner. Il n'y a pas de technique, mais vous proposez quand même une carte géographique avec des zones beaucoup trop délaissées et pourtant qui sont porteuses de plaisir. Oui, alors tout à fait, mais je conseille ça comme une gamme. À partir de la gamme, on fait tous les morceaux que l'on veut. Il faut faire à base. Oui, il faut connaître quand même que certains endroits sont plus sensibles parce que, hélas, les gens en Occident n'ont pas de tradition d'érotisme. Donc il faut un peu n'importe quoi. Mais effectivement, il faut une base. C'est certain qu'il faut une base. Alors il y a des endroits plus insensibles, mais seulement elle n'est pas pareille pour tout le monde. Telle femme va être hypersensible du lobe jusqu'à éventuellement avoir un orgasme avec de la morsure du lobe de l'oreille. Et puis si on perd cette femme, hélas, dans la vie, et une autre, elle ne voudra surtout pas qu'on touche le lobe de l'oreille. Donc il faut jamais, il n'y a pas de plan. Il faut essayer, bien sûr, en gros, retenir que les plis, par exemple, c'est très important, que le pied, c'est suave, le cuir chevelu, alors là, c'est l'euphorie complète. Donc il faut savoir des choses comme ça, en disant, avec telle femme ou tel homme, c'est merveilleux, puis l'autre, elle n'aime pas ça. C'est une affaire très personnelle. Le toucher, c'est un paradis perdu, Claude de Milleville, beaucoup trop délaissé. Alors, l'enfant nous le rappelle, parce que je pensais, pendant que le docteur le parlait, à ma petite fille qui, chaque fois qu'elle me voit, elle me tend les bras, elle me dit « Caresse-moi, Mamoun, caresse-moi ». Alors, elle est là, elle ferme les yeux, puis alors après, elle met sur l'autre côté comme ça, et puis après, elle fait « Maintenant, le dos, maintenant. » Donc, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Mais après, on n'ose pas, et quand on était petit, nous, on nous disait jeu de main, jeu de vilain. Exactement. Alors on nous cassait, on croyait que c'était le péché de se toucher. Et comme vous dites, quand on regarde par exemple même en Afrique du Nord, en Afrique, les gens se caressent, s'embrassent, se serrent dans les bras, etc. Ça semble très bizarre à certains, mais parce que nous, on a été coincés, fermés dans notre sensibilité très tôt. Oui, c'est une marque de bienveillance. Même quand on va... Moi, je sais que j'ai une femme qui est dentiste, et quand je suis dans le siège où j'ai un petit peu peur, elle arrive, elle fait « Bonjour Charlotte, vous allez bien ?» Et elle me caresse le bras, et à chaque fois, je me sens rassurée.
Donc finalement, c'est une sorte de communication, le toucher, la caresse. Alors, les bienfaits de la caresse sont dus à deux choses. D'une part, c'est psychique. Enfin, j'ai donné là toutes les bienfaits psychiques. Mais donc, c'est psychique parce que la caresse, c'est la fin de la solitude. Donc la solitude est une angoisse quand même. Or, dans la sexualité, il n'y a pas forcément d'altruisme, enfin, de générosité. Ça peut être tactique, ça peut être le plaisir de soi. Dans la caresse, on est forcément généreux, oblatif, altruiste. On ne caresse pas quelqu'un parce que ça ne nous fait pas plaisir. Et puis deuxièmement, il y a des effets, tout à l'heure, Madame en parlait, Johanna en parlait, c'est les endomorphines. Alors, il ne faut pas tout réduire aux hormones et à la chimie. Mais il est vrai que lorsqu'on est caressé, notre cerveau du plaisir, notre hypothalamus, notre cerveau limbique, sécrète des tonnes d'endomorphines, des pics. Donc on est dans un bain de bien-être. Johanna, le toucher, il faut lui redonner ses lettres de noblesse. Oui, et moi j'ai monté des cercles de femmes qui s'appellent l'UNAFAM. Et dans le cadre de ces cercles de femmes, nous apprenons à nous masser les unes les autres, à revenir dans le toucher, parce que souvent, comme vous le dites, Monsieur Gérard Leleu, c'est compliqué de savoir retoucher quelqu'un, mais se mettre à nouveau en route. Et donc on apprend à nouveau à se retoucher les unes les autres pour amener un bien-être. Réappréhender le toucher, et pourtant il y en a qui sont réfractaires. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont hyper sensibles, au point que le fait de les caresser, soit ils considèrent ça non pas comme une caresse, mais comme le fait d'être chatouillé, ou parfois même une caresse qui est censée être sensuelle se finit en un clin de rire. Oui. Et puis alors, il y a aussi les gens qui sont tellement bloqués qu'ils ne veulent ni toucher, ni être touchés. C'est la fameuse carapace. Oui, voilà, justement, parce que souvent, le résultat d'une enfance où il y a eu beaucoup de répression, où il n'y a eu pas de don de la part de la mère. Alors, il y a une équipe américaine toute récente qui a montré qu'elle a fait une étude sur 49 civilisations. Et elle a remarqué que dans les civilisations où la mère n'était pas touchante et maternante, il y avait plus de violence, plus de crimes, plus de viols, plus de guerres, plus de tortures. C'est étonnant. Donc elle dit que l'absence de toucher dans l'enfance est la racine de la violence. Et c'est peut-être actuellement ce qui se passe dans les violences qu'on constate, c'est qu'il y a peut-être plus assez de tendresse, de toucher, de câlin. À l'origine souvent de nos mots. Alors quand justement dans un couple, l'un des deux est réfractaire à la caresse et que l'autre, au contraire, est en forte demande. Comment gérer, justement? Alors ça, c'est difficile. C'est une des questions presque pièges que me pose... Je fais des conférences sur la caresse, c'est étonnant, mais il y a beaucoup de monde qui viennent et... On me pose des questions, puis ensuite, quand c'est fini, certaines femmes montent à la tribune, me parlant, me dire, mon mari, il veut pas que je le caresse, etc. Il me caresse pas, qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment une question, je vais dire, très difficile, parce que faire? Alors moi, ce que je propose, c'est donc d'y aller par dose homéopathique. Et puis de prendre, par exemple, le fait que ce monsieur, ce soir-là, il a une douleur là ou une douleur là, dire, tiens, je vais te masser, laisse-toi faire. Donc de toujours prendre, pas directement, je vais te caresser, mais je te masse. De l'utilité, il faut l'utile. Voilà. D'accord. Ou alors, on peut lui donner quoi, Johanna? La dernière, celle des... Le hêtre. Ça peut être s'il est trop fermé, oui, tout à fait. Ou même l'étoile de Bethléem, parce que ça peut remonter à des chocs de l'enfance. Donc l'étoile de Bethléem va essayer de les faire émerger, les chocs de l'enfance. Les hommes, finalement, ils sont plus sensibles qu'on l'imagine au toucher. Ah oui, alors justement, ça c'est très important à dire, c'est qu'en réalité... au microscope, il n'y a pas de différence entre les peaux des femmes et les peaux des hommes. Ils ont tous les capteurs, la sensibilité. C'est purement culturel. Ça veut dire qu'on interdit aux hommes depuis toujours, depuis des milliers d'années, d'être sensibles, on l'a dit tout à l'heure, de toucher. Et par conséquent, ça leur reste. Mais maintenant, les hommes se libèrent un peu à la fois. Mais il y a toujours un petit peu une confusion entre être sensible, être tendre et être mou. C'est une faiblesse encore. Et d'ailleurs, là aussi, un autre piège, c'est que donc, les femmes sont très heureuses de voir que les hommes libèrent leur sensibilité. Mais inversement, elle est aussi paradoxale, parce qu'il ne faut pas trop de sensibilité. Autrement, on tombe dans l'homme mou. Alors, elles veulent pas de l'homme ancien, puis il y a l'homme mou. L'équilibre, le parfait. Alors, il faut être en même temps très costaud et très sensible. C'est vraiment très difficile. Ah bah oui, mais c'est le Graal, c'est ce qu'on disait avec Claude de Milleville, la douceur en même temps. Oui, parce que la femme a besoin quand même du Jules qui, au plumard, est dominateur quand même. Oui, mais caressant. Et après, une fois qu'il est debout, on aimerait qu'il comprenne tout, qu'il nous écoute. Voilà. La différence entre la sensibilité et la faiblesse, Claude de Milleville?
La faiblesse, c'est de la lâcheté. Comment la différence? C'est pas de la lâcheté, c'est que comme quelqu'un qui n'a pas été suffisamment à la gymnastique de la vie, donc il n'est pas cuirassé. Qu'est-ce qui nous cuirasse aussi, c'est de faire corps avec la vie. Bon, tout à l'heure, vous parliez des caresses. Il y a plein de peuples où les femmes massent leurs enfants tout petits, bébés, dès la naissance. C'est culturel. C'est culturel, mais c'est extraordinaire ça. Parce que du coup, moi, ça m'a donné l'idée quand ma petite fille était toute petite, mais il fallait voir la tête qu'elle faisait. Elle était ravie. Et elle se mettait comme ça, toute petite, comme un petit ver de terre, tellement elle trouvait ça formidable. On ne le fait pas, ça. C'est dommage. Moi, j'ai massé mes enfants pendant 6 mois, chacune, parce que je les ai eues, bien sûr, l'une à la suite de l'autre, tous les matins. 5-10 minutes 5-10 minutes. Tous les matins. On se dit, mais il manque toujours le temps. Maintenant, elles savent super bien masser. Alors, j'aurais jamais appris à masser. Elles réclament d'être massées. Elles ont 10 et 12 et 9 ans. Ouais. Il y a aussi des moments dans la vie quotidienne qui permettent le massage, le bain, par exemple, après le bain, on sèche l'enfant, on peut prendre une huile et effectivement masser l'enfant. C'est un moment de partage entre la mère et l'enfant et il y a vraiment un échange. Et moi, je crois vraiment à la sensibilité, à la main, au toucher, comme thérapie aussi. Et je crois que c'est important. C'est qu'une question de réflexe. D'apprentissage, de réflexe. Mais c'est vrai, c'est en Inde. Il y a même un livre qui est sorti là-dessus. En Asie, en Thaïlande. Mais elles les massent dans tous les sens. Après, elles arrivent à aller tourner dans tous les sens. C'est extraordinaire. Mais le coup du peignoir, c'est bien parce qu'on peut après faire un gros câlin. Tout à fait. Il y a un échange qui se crée entre la mère et l'enfant. Une bonne technique si on a peur de toucher. Puis il y a une meilleure conscience de son corps aussi. On le fait exister à part entière. Du ressenti. Oui, il y a un très beau livre qui s'appelle Chantala d'un médecin célèbre là, et qui donc montre comment font les femmes hindoues. Et puis il y a en France maintenant des femmes qui apprennent aux mères, qui font des réunions pour masser les bébés. Et ça fait des enfants très équilibrés, très équilibrés. Par exemple aussi, pour montrer l'importance du toucher, chez les Esquimaux, les mamans portent le bébé dans le dos pendant des années. Donc il y a un contact permanent. Et ces deux Esquimaux sont des gens, dans toute la race humaine, les plus équilibrés, à ce point équilibrés que si vous allez chez les Esquimaux, eh bien, on va vous inviter à dormir avec le couple, parce qu'il n'y a pas d'idée perverse, tordue, on est équilibré. Une sensibilité à fleur de peau, alors on l'a bien vu, pour le meilleur et parfois pour le pire. Stéphane Mottet, je suis désolée, vous allez vous occuper du pire. Vous allez vous occuper des vergetures, des peaux rouges, des peaux beaucoup trop sensibles, beaucoup trop réactives. Cette saison, a priori, c'est d'actualité. En ce moment, c'est dur du côté de la peau. Déjà, classiquement, parce qu'en fait, on va regrouper un peu tout ça, mais il y a 2 typologies. Il y a ce qu'on appelle les peaux, effectivement, qui sont hypersensibles, sensibles, donc au froid, au chaud, à l'air climatisé. Réactives, qui vont avoir une inflammation, d'une certaine façon, soit une rougeur diffuse, soit une brûlure, soit un picotement, etc. Alors ça peut être également le froid, le chaud, ce que je disais, mais également les produits alcoolisés, les acides de fruits, tout ce qui est glycolique aussi, tout ce qu'on peut mettre sur sa peau. L'environnement, pollution, etc. Ensuite, il y a ce que j'appelle aussi les peaux sensorielles ou peaux d'amour. C'est celles qui sont réactives à tout. C'est-à-dire aux produits qu'elles vont mettre, à la façon dont elles touchent leur peau, à la matière, donc aux composants du produit, à la texture et également au parfum. L'arôme qui peut enclencher tout d'un coup une inflammation, une rougeur diffuse. Donc là, par rapport à ces peaux, c'est vraiment la personnalisation et c'est vraiment de ressentir, de se regarder et de voir au toucher comment sa peau vit. Être à l'écoute. Et là, on prend la peau comme un organe vivant. Non plus, on met quelque chose sur sa peau, mais on a une interaction entre sa peau et soi. Et donc là, c'est plus une écoute à terme de soi et on voit qu'elle évolue au cours du temps et on peut plus agir et donc être actif et choisir le bon produit au moment voulu. Alors justement, vous allez nous aider à trouver les bons alliés pour aider notre peau finalement à s'autogérer, se gérer par elle-même, parce qu'a priori, elle est censée le faire toute seule. Tout à fait. Alors normalement, les peaux sensibles, l'idée c'est qu'elles redeviennent à peu près normales. Il n'y a pas de raison qu'elles soient... Rien n'est définitif. Non, je pense que la peau, l'idée c'est un peu, là on rentre un peu dans l'idée de la naturopathie, on s'occupe du terrain. Donc quand on choisit des produits naturels, donc l'idée c'est de faire en sorte, on a un problème à un moment donné, de faire en sorte que la peau redevienne normale. Alors moi je travaille toujours sur ce qui est intéressant pour les peaux très sensibles. J'évite tout ce qui est produits alcoolisés, j'évite le maximum d'additifs et je reviens aux choses très simples, des recettes un peu de grand-mère, c'est notamment les macérats. Alors je vous ai emmené un macérat, là c'est du calendula
et de l'huile. Donc c'est la fleur. C'est en fait de la fleur macérée en fait dans de l'huile. Végétale. Alors ça peut être une huile d'olive non désodorisée ou une huile d'amande douce. Ensuite, alors ça c'est vraiment un produit pour faire un produit. Hein. C'est vraiment ce qu'on utilise. C'est ce que vous faites vous à la boutique. Voilà. Alors ça on le met après au soleil. L'énergie solaire va frapper en fait ce bocal et les principes actifs de la fleur vont se diluer dans l'huile. Ensuite, il y a un processus de filtration et on a ce qu'on appelle une huile avec le principe de l'huile qui est aussi un principe actif avec des acides gras, mais également la fleur, et l'information de la fleur dans l'huile. Mais combien de temps vous laissez macérer par exemple la fleur dans l'huile? Alors tout dépend des fleurs, ça peut être 8 jours, ça peut être 3 semaines. Alors on peut faire des macérats de fleurs, là c'est du calendula, c'est du souci, donc pour les peaux sensibles réactive, ça marche très bien. On peut utiliser la rose de Provins, on peut utiliser la lavande. Là, je vous ai emmené un petit macérat de lavande. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on peut utiliser ce type de produit pour tout le monde, donc même les mères, les enfants, les femmes enceintes, les peaux eczémateuses, etc. Donc, on apporte des acides gras. En même temps, on apporte la formation de la fleur, donc très doux. Il n'y a pas de réaction réactive comme avec les huiles essentielles dans certains dosages. Donc, c'est vraiment le produit le plus doux. Ça calme l'inflammation immédiatement. Donc on peut le faire soi-même, c'est-à-dire qu'on achète l'huile végétale, sauf celle de tournesol. Oui, le tournesol, c'est une huile un peu au niveau de la peau qui est pas terrible. Donc en fonction de nos affinités, et ensuite on met la fleur pendant 8 jours dedans. Mais il faut la mettre au soleil, c'est ça, la lumière? Idéalement, il faut effectivement avoir ce type de bocal qu'on met un petit peu au soleil. Donc il faut les faire à partir de mai à juin. Et ensuite, on laisse exposer, on fait attention que ça ne s'oxyde pas, que l'air ne rentre pas. Et ensuite, on filtre effectivement. Alors il y a des gens qui s'amusent à faire leur propre macérat. Fleurs séchées ou fleurs fraîches vous mettez dedans? Alors toujours des fleurs légèrement séchées, parce que si on met des fleurs fraîches qui ont toujours une teneur en eau, on risque de créer l'huile et l'eau. Ça va créer des bactéries. Donc toujours des fleurs qui ont été un petit peu préalablement séchées un peu au soleil. Donc ça c'est pour toutes les peaux réactives, sensibles, fragiles. Je dirais ça déshabitue, ça remet la peau en marche. Bon. C'est-à-dire ça évite l'inflammation. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle des macérats de millepertuis, qui est une fleur aussi anti-inflammatoire, donc qui calme pour les coups de soleil, qui marche très bien. Alors c'est photosensibilisant, donc jamais pendant l'exposition, mais toujours après. Ça calme la brûlure. Toujours dans des dosages de 5%. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment une base pour les peaux irritées, eczémateuses, qui ont des rougeurs, même des boutons. Ça les calme tous, ou des brûlures au niveau des yeux. Donc ça, c'est vraiment le soin relipidant et calmant. SOS vergetures. Alors les vergetures, c'est dur. Alors, les vergetures, c'est autre chose. Les vergetures, on peut utiliser aussi des macérats, notamment l'arnica, qui peut avoir un effet tenseur. Alors tout dépend si c'est une femme enceinte ou pas. Si c'est une femme enceinte, moi je préconise un produit tout simple à base d'arnica. Il y a certaines marques qui font ce qu'on appelle des produits anti-vergetures comme ça. Ou alors on peut utiliser pour les femmes qui ne sont pas enceintes tout ce qui est le géranium. Le géranium rosa marche bien sur l'élasticité de la peau et la tonicité de la peau. Donc on met une base d'huile d'amande douce avec un petit peu de géranium rosa. L'huile essentielle? Une huile essentielle. Ah, c'est de l'huile essentielle cette fois-ci qu'on met, Là, c'est une huile essentielle qui va jouer sur la texture, les vergetures, la cicatrisation. Mais combien de gouttes vous mettez par exemple? On imagine 100 millilitres d'huile végétale. Alors, tout dépend des concentrations. Alors là, c'est vraiment du personnel. C'est-à-dire qu'on peut aller généralement... on ne fait pas ce qu'on veut avec la nature. Elle est bonne conseillère, elle est bienfaisante, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans une cosmétique naturelle, ce qui est très important, c'est l'écoute de soi, l'écoute de son corps. Donc, pour une personne, ça peut être on peut monter jusqu'à 5%, donc ce qui est beaucoup, sur 100 ml, 5%, ça va vous faire à peu près, 100 ml, ça va vous faire entre 20 à 25 gouttes, même on peut monter jusqu'à 50 gouttes d'huile essentielle, d'accord. Mais pour des peaux plus sensibles, ça peut être 10 gouttes, c'est largement suffisant. Alors il faut toujours y aller en douceur, c'est l'objectif. Il faut y aller par étapes et toujours progressivement. Voilà, ce sont des produits qui sont très actifs, c'est des produits... qui ont été testés depuis des années, parce c'est des recettes ancestrales. Donc ça marche, mais il faut être attentif. Alors puisqu'on parle de fleurs, vous êtes un adepte des eaux florales. C'est vrai que c'est extraordinaire, notamment aujourd'hui l'eau qui est très calcaire. C'est extraordinaire pour justement enrayer les méfaits du calcaire sur la peau. Tout à fait, c'est très doux. Alors c'est une eau de source avec une fragmentation en fait d'huile essentielle, mais en tout petit dosage. Donc ces eaux florales peuvent être utilisées à la fois sur la peau, donc comme ça, en lotion tonique, en remplacement de l'eau, peuvent être utilisées aussi dans l'eau du bain.
D'accord. Comme ça, c'est très doux, ça peut calmer un enfant. Par exemple, au lieu de lui mettre des huiles essentielles, on peut imaginer une eau florale de lavande, de tilleul. Et donc, ça calme l'enfant. Et donc, quand on le sort du bain, l'enfant est beaucoup plus calme et donc prêt à la réception du massage. Et donc là, il y a un échange qui se crée entre la mère et l'enfant. Mais qu'est-ce que vous nous conseillez comme eau florale, justement, pour les peaux réactives sensibles? Les peaux réactives, nous, on a fait une lotion qui s'appelle la lotion précieuse à la rose, qui est à base d'églantier, en fait, qui est une rose sauvage et qui calme les rougeurs diffuses. Voilà. Et sinon, la lavande, mais la si camomille. on prend la musique à fond, là. Non mais c'est le jour de... Ça y est, la neige est tombée. Alors ça y est, ils sont complètement en dehors de la réalité. Donc on disait l'eau d'églantier, camomille aussi qui est très apaisante, le tilleul, l'eau florale d'amamélis. Et après, vous avez une multitude d'eau florale en fonction du type de peau et de la texture de la peau aussi. Oui, est-ce que finalement, Johanna, une peau qui est très en attente, c'est une attente plus globale du corps? On peut le penser. Oui, tout est lié? On peut le penser, oui, tout est lié. La peau, de toute façon, c'est notre première enveloppe. Faut pas oublier. Donc c'est la première extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Tout à fait. En naturopathie, c'est très important, effectivement, comme le disait Stéphane tout à l'heure, de regarder l'état de la peau. Comme ça, on a à peu près l'état de l'intérieur. Bon, eh bien écoutez, on va suivre tous vos bons conseils. Aujourd'hui, on va laisser place, justement, une large place de choix à notre sensibilité. Merci à vous 4 d'avoir partagé cette heure en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle journée. Profitez-en bien. Rendez-vous demain, 10h, 11h. Excellente journée à vous tous.